Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, 70 millions pour une usine de galvanisation à Saint-Urbain. Le promoteur du Géolagon change ses plans. Rencontre avec Gabrielle Bouchard, la nouvelle DG du MAC-BSP. Improvisation à la salle de quilles de Baie-Saint-Paul. Et enfin, le demi-marathon annuel de 23 km de l'île aux Coudres devient l'échappée. Bonne émission. Un important projet d'usine de galvanisation a été annoncé à Saint-Urbain et Lydia Duchesne, vous avez rencontré le promoteur. Oui, on parle d'investissements de l'ordre de 70 millions de dollars qui ont été annoncés pour l'implantation de l'usine Galveco dans le parc industriel de Saint-Urbain. Je suis allée rencontrer le PDG, Charles Simard, qui nous en dit un peu plus. On trouve de l'acier galvanisé un peu partout autour de nous, que ce soit les garde-fous en bordure de route, les pylônes électriques ou encore les structures de grands bâtiments. C'est un procédé qui protège l'acier de la corrosion et l'humidité. On plonge un morceau d'acier dans un bain de zinc qui fait une pellicule par-dessus et puis qui le protège bien évidemment. OK. Puis là, vous parlez de biomasse, fait qu'il va carrément avoir adjacent à ça... Oui, la biomasse, elle est là-bas. Là. OK. Ouais, L'entrepreneur charlevoisien Charles Simard prend au sérieux les différentes dimensions du développement durable et nous explique en quoi Galveco se démarquera sur ce plan. La plupart des usines dans le monde sont alimentées aux énergies fossiles, au pétrole, gaz naturel, propane. Nous, on va alimenter notre usine à l'hydroélectricité et puis à la biomasse. Fait qu'on va diminuer d'environ 95 % les gaz à effet de serre là, qui auraient été produits là, si ça arrêtait aux énergies fossiles. Donc, un morceau d'acier qui n'est pas galvanisé peut avoir une vie utile de peut-être 25 ans, de 10 à 25 ans peut-être, dans un milieu hostile, si on veut. Mais quand il est galvanisé, bien, ça peut jouer de 50 à 100 ans pour un morceau d'acier galvanisé. Donc, on produit moins d'acier, donc on pollue moins. Et avec ce qu'on va implanter ici, ça va... C'est de plus en plus dynamique, ça donne le goût. Là. Outre les aspects écologiques, l'employabilité est aussi une dimension importante du projet puisqu'une centaine de postes seront à combler autant au niveau professionnel qu'administratif ou ouvrier. On veut former nos gens, puis on va essayer de mettre en place un DEP là, dans le futur là, qui va s'appeler peut-être galvanisation à chaud. Fait qu'il va y avoir des postes d'écrémeurs, accrocheurs, décrocheurs, finition, chauffeurs de chariot élévateur. Il va y avoir beaucoup d'emplois disponibles. La récupération des résidus de zinc est aussi prévue pour une revalorisation dans l'industrie des cosmétiques, par exemple sous forme de crème solaire ou de déodorant minéral. La première pelletée de terre est prévue pour le printemps 2024. J'ai rencontré le promoteur du Géolagon, Louis Massicotte, afin qu'il nous explique les changements apportés au projet qui a été déposé à la ville de Petite-Rivière-Saint-François en décembre dernier. On écoute l'entrevue. Louis Massicotte, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Vous annoncez cette semaine une nouvelle version de votre projet qui passe de quelques 300 unités d'habitation prévues à quelques 186 pavillons qui ont la caractéristique d'être hôteliers. Pouvez-vous nous présenter quelles sont les modifications que vous nous présentez cette semaine par rapport au projet original de Géolagon? Oui. Bien, écoutez, en fait, on fait une inversion. Ce qu'on avait annoncé dans le village hôtelier, c'était qu'au départ, on allait commencer par Soleil Village. C'est des chalets en forêt qui étaient en rond-point. Ça, c'était les habitations doubles à 800 000 $ l'unité. Pour lesquelles il pouvait y avoir un volet résidentiel. Et pour lequel vous avez effectué une pré-vente déjà. On a fait des pré-réservations. Des pré-réservations. Exact. Et on a également accepté les pré-réservations dans Lagon Village, qui, lui, était la deuxième phase prévue, qui est la construction du lagon avec toutes les habitations autour, qui sont des habitations hôtelières, d'hébergement. Donc, plutôt que de commencer par la forêt, vous commencez par le lagon? On commence par le lagon pour deux raisons. Oui, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous fait changer de priorité dans vos étapes de développement? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, entre autres, c'est que tous les acquéreurs souhaitent vraiment beaucoup plus être près du lagon, rapidement. Il y a une demande très forte pour ça. Deuxièmement,
en faisant le lagon à l'endroit qui est prévu, on n'a pas de déboisement à faire parce que c'est déjà tout déboisé depuis longtemps. Il y a déjà des chemins forestiers. Vous savez que ce terrain-là est un terrain très déboisé avec déjà un tronçon abandonné de la 138. On récupère tous ces chemins-là et on peut donc faire ce projet en réduisant de 60% la superficie, la dimension de l'implantation. Parce que le lagon et les 186 unités hôtelières seront interreliés. Ça sera un bâtiment, en quelque sorte. Oui, quand on a annoncé qu'on allait augmenter l'investissement à un moment, vers la fin de l'été, on a dit qu'on va pouvoir augmenter l'investissement de façon importante. C'était entre autres pour prévoir tout le système thermique qui va permettre de l'échange de chaleur et de l'échange d'énergie entre chacun des chalets hôteliers, si vous voulez, et le pavillon central qui est inclus, le pavillon central qui est inclus. Et ça, on a compris qu'au niveau technique, cette semaine, vous avez eu des confirmations que la faisabilité du concept est là, présentement. Vous avez eu des nouvelles confirmations. Alors, mais parlons plutôt de la faisabilité du projet en termes d'implantation dans un milieu de Charlevoix. Est-ce que le projet que vous déposez requiert une modification au zonage existant? Écoutez, moi, je ne suis pas urbaniste. Ce que je comprends... Mais vous êtes un promoteur qui connaissait le zonage où vous vous installez. Oui, je suis d'abord un développeur touristique. Je ne suis pas un promoteur immobilier. J'aurais jamais pensé d'ailleurs le devenir. Moi, ce que je fais, c'est un projet touristique. Puis autour de ça, évidemment, il y a tout un volet qui concerne les acquéreurs d'habitation. Le principe de base là, qui vient tout conforter, c'est que la faisabilité même au niveau technique, maintenant, toutes les études qu'on a reçues, moi, je n'ai aucun doute. Les ingénieurs n'ont aucun doute. Et les ingénieurs qui ont vérifié, les ingénieurs n'ont aucun doute. Mais est-ce que ça respecte le zonage existant ou vous allez en modification? Bon. Deuxième question. Oui, j'allais vous répondre. Ce que je crois, moi, et ce que j'entends, c'est que ça devrait être conforme. C'est conforme, selon moi, selon les urbanistes et les spécialistes qui travaillent autour de nous. Maintenant, c'est pas à moi d'en décider. Moi, j'arrive avec un projet, je suis un entrepreneur, je dépose une demande de permis. C'est ça l'histoire. Et c'est la municipalité qui va avoir, qui va donner la première version là-dessus. Ben oui, puis on attendra la réponse. Puis moi, je me prépare et si on a une réponse positive, on va pouvoir avancer. Puis évidemment, il va y avoir une séance d'information que j'attends depuis longtemps. Oui. Puis on pourra la faire à ce moment-là. Et le plus important pour moi, c'est que vous compreniez qu'on a été invité à Petite-Rivière-Saint-François. On a été invité à choisir cet endroit. On avait 3 endroits au départ. On avait déjà beaucoup de pré-réservations d'acquéreurs pour notre projet. Et on a choisi de venir à Petite-Rivière-Saint-François pour un tas de bonnes raisons. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en bout de ligne, plus on dévoile de l'information, plus on voit des appuis de plus en plus. Des gens, entre autres, qui appuient publiquement sur les médias sociaux. Je respecte votre perception, mais la perception générale, c'est que le projet de Géolagon, il y a des gens dans Charlevoix qui n'en veulent pas. Je comprends ça. Et on dirait que la bouture que vous essayez de faire prendre à côté de Petite-Rivière, on dirait que ça fond. Comment vous expliquez ça, cette espèce d'opposition au projet, présentement, que vous vivez dans la région? Parce qu'il faut le reconnaître, il y a de l'opposition, là. Oui. Écoutez, le jour 1, quand on a annoncé l'investissement, on a dit qu'on allait dévoiler les détails du projet prochainement quand on obtiendrait les études, puis on était aussi en processus de brevetabilité. Et vous avez ça présentement? Ce jour-là, sans que les gens aient lu la documentation, sans qu'ils aient posé une seule question, sans qu'ils m'aient appelé pour me demander d'avoir plus d'informations, il y a des gens en place qui ont décidé de prendre position contre un projet sans s'informer. Pour moi, le rôle d'une politicienne ou d'un politicien, c'est de s'informer sur un dossier, de bien le connaître, puis ensuite de prendre position. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité du promoteur touristique de bien communiquer son projet pour garantir son acceptabilité? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Nous avons envoyé à la MRC un courriel d'information avec une communication qui a été établie. Ça ne s'est pas rendu au sommet au niveau politique. Et vous le savez, M. Tremblay pourra vous le confirmer, là, mais le préfet a tout de suite dit qu'il était très surpris que la MRC n'ait pas été contactée. Et c'est pas vrai. Il l'avait des élus, tout le monde y a mis son grain de sel. Oui, nous, ce qu'on avait décidé, puis ce que je déciderais encore demain, si on refaisait la chose, on avait décidé d'abord d'annoncer l'investissement et d'attendre d'avoir toutes les informations pour les communiquer parce qu'on avait des études en cours de route. Et c'est comme ça que je le referai demain matin, dans le sens suivant, c'est qu'on y va par étapes et je n'aurais pas voulu communiquer des informations qui n'étaient pas encore validées. Maintenant, quels sont les prérequis pour couper un ruban?
Votre demande est déposée à la Ville de Petite-Rivière présentement et vous attendez des nouvelles de la municipalité de Petite-Rivière pour savoir si oui ou non le projet que vous allez proposer est conforme et autorisé. On est là. Oui. Alors, je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, une séance d'information pour informer les gens encore plus, même si je le fais beaucoup puis qu'on diffuse au fond. Je suis d'une transparence totale. Je ne peux pas être plus transparent. OK. On rend toutes les études et toutes les informations disponibles dans la zone citoyenne sur geolagon.com. Ensuite, c'est la demande de permis, l'octroi de permis, l'officialisation du projet. Et vous voyez, aujourd'hui, dans ma journée, là, je rencontre, entre autres, des intervenants du secteur de construction. Je me prépare. J'ai 200 millions de dollars à dépenser localement dans la région auprès des entreprises, entrepreneurs, travailleurs. On veut planifier les choses. Et à quel moment avez-vous besoin d'une réponse de la municipalité pour vous mettre en branle? Est-ce qu'il y a une échéance? Non, je n'ai pas d'échéance, mais mon objectif, c'est définitivement de pouvoir ouvrir le village Géolagon de Petite-Rivière-Saint-François pour Noël 24. Alors, j'ai besoin de 18 mois, peut-être 24 maximum, pour que tout soit terminé. Alors, notre objectif, c'est de débuter ce qu'on appelle les soft costs, les travaux de départ, de le débuter vraiment cet été, idéalement, là, quelque part à la fin juin. Louis Massicotte, vous êtes persévérant. On vous souhaite bonne route dans le projet et on va vous suivre là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer ce matin. Merci. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a une nouvelle directrice générale en la personne de Gabrielle Bouchard, qui est originaire de Baie-Saint-Paul, et Lydia Duchesne l'a rencontrée. Qu'est-ce qui t'a mené là, jusqu'ici, là, dans ton parcours? Pour vrai, ça a été toujours un concours de circonstances. Tu sais, je peux pas te dire que un jour dans ma vie, je me suis dit, moi, c'est là que je vais arriver. Tu sais, j'ai jamais eu de feuille de route où est-ce que je voyais quelque chose. J'ai commencé un bac en histoire de l'art en me disant, au moins, je vais aller chercher des connaissances. J'hésitais entre histoire de l'art et histoire. Je savais pas quoi faire dans mon bac. Mon cégep était en musique. Fait que, tu sais, c'est pas des choses prévues. Puis là, en finissant mon bac, je me suis dit, je veux faire une maîtrise. Mais j'étais pas capable de choisir quelle maîtrise parce qu'il y avait trop de choses qui m'intéressaient. Fait que je me suis ramassée à faire une maîtrise en management d'entreprise culturelle. Fait que, tu sais, ça a beaucoup été des concours de circonstances, puis des trucs qui en amenaient une autre. Mais au courant de mes études, j'ai tout le temps travaillé. Tout le temps. Fait que pendant mon bac, j'étais coordo pour le symposium. Oui. Fait que c'est comme ça que j'ai vraiment compris le milieu, que j'ai vu comment ça marchait, les artistes, recevoir une bourse, ça appliquer. Ça créer un réseau aussi. Exactement. Au fur et à mesure, j'imagine. Autant d'artistes que de travailleurs culturels. Fait que c'est vraiment au travers de ça que j'ai comme compris cette réalité-là de c'était quoi la vie en art. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans, j'ai été chargée de projet pour Marc Séguin. Puis en parallèle avec ça, j'étais responsable de la collection Giverny Capital, qui est une très grosse collection d'entreprises. Ça, j'ai été là 7 ans, j'ai fait 1 an de moins avec eux qu'avec Marc. Au travers de tout ça, j'ai toujours donné des formations aussi pour expliquer le marché de l'art aux artistes. Parce que même si on est dans ce milieu-là, ça veut pas dire qu'on le comprend pour autant. C'est compliqué. C'est super complexe, il y a plein de codes. Aussi. Beaucoup. Puis il y a plein de mots qui sont utilisés pour 2 choses différentes. Fait que tu sais, des fois, les artistes sont comme, mais comment je fais pour être professionnel? Comment je fais pour savoir si je suis professionnelle ou pas? Fait que je fais ça, j'en donne... faire les démarches. Exactement. Tu sais, il n'y a pas une feuille de route, voici comment être artiste dans la vie, là. Puis ça, c'est quelque chose que tu vas continuer de faire en parallèle de ton poste ici au musée. Ouais. As-tu des objectifs précis, des rêves que tu voudrais réaliser pendant ton mandat ici? Oui, c'est sûr que j'en ai. Tu sais, il y a des choses par rapport au musée. J'aimerais mettre ma touche par rapport à la programmation. C'est sûr que là, je tombe avec une programmation qui est déjà établie pour quelques années. Mais c'est le fun parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui marche, tu sais, comment est-ce que moi, je peux faire les choses. Puis je veux essayer d'avoir une plus grande possibilité de programmation, peut-être extérieure aussi. Fait que, tu sais, là, dans le moment, dans le musée, c'est assuré pour quelques blocs de programmation, mais ça veut pas dire que je peux pas faire autre chose dehors, dans la vitrine. Tu sais, on a vu avec Illumine des projections, le parvis l'été, des installations. Fait que, tu sais, je veux que les gens voient que le musée existe. Dynamiser ça, là. Exactement. Justement, l'école Thomas Tremblay, qui s'appelle maintenant le pavillon Jacques Saint-Gelais-Tremblay, ça fait déjà 5 ans que le musée était acquéreur de ça. Puis, bon, outre le symposium, on n'a pas eu beaucoup de développement de ce côté-là. Est-ce que ça fait partie de...
Oui. De tes ambitions. Oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça sera pas demain matin, mais ça va être de commencer à mettre les jours en place pour qu'on ait un comité par rapport à ça, un chargé de projet par rapport à ça, puis essayer de voir... tu sais, c'est un gigantesque terrain de jeu, l'école. Il y a tellement de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de possibilités. Fait que c'est d'abord de se faire dire qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas. Question architecturale, va falloir faire des travaux, va falloir... Fait que, tu sais, mais c'est pas les idées qui manquent par rapport à ça, mais c'est sûr que je voudrais mettre quelque chose... c'est juste justement, c'est quoi la place d'un musée comme le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul dans une communauté? C'est un gros musée, c'est une grosse institution. C'est quoi l'impact que ça a pour le milieu? Ben, je pense que... Tu sais, moi, j'aimerais qu'on pense à nous... Parce que, tu sais, on n'est pas juste un musée, on est un musée en art contemporain, tu sais. Fait que je veux qu'on pense à nous dans cette idée-là qui sort du cadre ou qui sort de « Ah, ben d'habitude, c'est ça qu'on voit. » Non, on peut voir les choses différemment. Tu sais, on a un bassin d'artistes, on a un bassin des directions artistiques avec nous qui veulent faire les choses autrement. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste envie que les gens nous regardent en se disant « Ah, ben peut-être qu'on pourrait faire un projet avec eux autres. » Parce qu'eux autres, ils ont accès à des artistes qui pourraient voir les choses différemment, mettre des sculptures dans la ville. Tu sais, que ce soit un vecteur... C'est pas juste une salle de spectacle, pas de spectacle, d'exposition. Exact. Tu sais, pour moi, il faut que ce soit un vecteur de création, comme le festif l'est. Maintenant, tu penses à un événement, mais souvent, le festif va être associé parce qu'ils ont une expertise, ils ont une habitude, ils ont leur public aussi, puis ils ont les gens vers qui ils peuvent se tourner dans l'événementiel. Mais nous, d'un côté présentation, d'un côté artistique, ben ce serait le fun que... Je vois ça comme ça. Je vois le musée comme étant quelque chose qui va dynamiser puis qui va amener une vision différente de la vision peut-être plus cartésienne des fois qu'on aurait. Jouer un rôle aussi avec l'éducation. Tout à fait. Il y a beaucoup d'activités qui se font avec les écoles. Ouais. Donc ça se continue, c'est sûr aussi. Ben le but, c'est que ça se multiplie, en fait. Parce que, tu sais, là, je pense qu'on a plus des écoles de Baie-Saint-Paul. J'aimerais ça qu'on puisse toucher at large dans Charlevoix, puis faire des activités de médiation aussi avec les personnes dans CHSLD. Tu sais, je sais qu'il y a des petits projets qui avaient été mis comme ça, mais que ce soit systématique, tu sais, qu'on ait différents types de clientèle. Pour finir, peux-tu nous parler un peu de la programmation à venir, puis des prochaines expositions? Bien, c'est sûr que là, dans le moment, on a Denis Junot qui est là dans la salle. Ça va se terminer vers le début juin. Cet été, ça va être un gros été au musée. On pourra sûrement s'en reparler. Oui. Mais dans la grande salle, ça va être une expo en lien avec le centenaire de Riopelle. Ah oui. Donc, c'est pan-canadien. C'est ça, j'allais dire. C'est un gros truc. Là, exactement. C'est très, très gros. Donc, nous, l'expo qu'on va avoir est très intéressante parce qu'on part de Riopelle, mais on va vers 5 autres artistes qui sont... c'est des artistes internationaux. Qui travaille autour de la migration, cette question-là d'être à l'extérieur de son foyer dans la création, parce qu'à la base, Riopelle, il n'a pratiquement pas créé au Québec. Tu sais, c'est vers la fin de sa vie qu'il a créé au Québec, mais sinon, il était toujours ailleurs, il était en France, il était aux États-Unis. Fait que cette question-là de migration, de se sentir chez soi ou pas chez soi au travers de l'atelier, donc ça va être ça. Puis en même temps, on va avoir une expo sur Jean McEwen. C'est son centenaire aussi, en 2023. Donc, on va avoir 2 centenaires en même temps au musée. Puis on va sûrement mettre de l'avant Françoise Sullivan aussi, qui a un centenaire, elle aussi, cette année. Puis qu'elle est toujours en vie. Que, tu sais, on va penser ça dans cette optique-là. On va sortir des œuvres de la collection qu'on a de Françoise Sullivan pour les mettre de l'avant. Fait que c'est sûr que cet été, ça va être un été vraiment le fun qui va allier cette histoire-là, mais aussi le monde contemporain. Fait que ça va être bien le fun. Génial. Merci beaucoup, Gabrielle Bouchard. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Pour sa 10e saison, la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul emménage au Salon de quai Charlevoix. Fondée à l'automne 2017, la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul se produit dans un nouveau lieu. Ce soir, on va performer pour la première fois au Salon de quai de Charlevoix. On est vraiment, vraiment contents. Ça fait déjà 2 fois qu'on change de lieu. C'est comme si on changeait d'air à chaque fois pour la Ligue, puis ça nous amène une énergie qui est différente. Les joueurs, dont certains cumulent bon nombre d'années d'expérience en improvisation, doivent à la fois créer et jouer de courtes pièces de théâtre de quelques minutes, en respectant des contraintes établies par l'arbitre. Improvisation, comparé mixte. Ayant pour thème la recrue. Qu'est-ce qui fait un bon thème, là, moi je pense que c'est pas trop de le faire directif souvent au niveau du thème, de laisser de la place aux improvisateurs.
puis d'essayer aussi justement soit de le compenser des fois avec une catégorie qui peut être plus insidieuse ou plus difficile pour les joueurs, puis d'accorder aussi un bon thème des fois avec des thématiques comme on fait quand c'est à Saint-Valentin, Noël, justement à le début de la salle de quilles, peut-être qu'il y a des thèmes qui vont être en lien avec ça ce soir. Terminé le salon de quilles des éboulements. Alors, où est-ce que je signe, Dalo? Et que diriez-vous qu'on s'appelle Dalo et ses drôles de quilles? L'arbitre, là, en improvisation, on peut dire que c'est un mal-aimé un peu. Mal-aimé de la foule, mal-aimé des équipes. Mais son rôle, c'est s'assurer que ça se passe bien sur la patinoire, que les règlements soient respectés des deux équipes. Deux punitions, le moment L'arbitre invente des munitions, on invente des buts publics! Créée par Robert Gravel dans les années 70, l'improvisation est maintenant bien intégrée dans la culture québécoise. Il y a deux équipes qui s'affrontent. Chacune des deux équipes va essayer de gagner la faveur du public et c'est le public qui choisit, qui gagne l'impro, qui fait le point. Donc, ouais, ça a été inventé pour faire un mix entre le hockey et le théâtre. d'improvisation, je demande le vote, la main, le point! En plus des matchs réguliers, la Ligue offre aussi des services d'animation divers. Alors, la Ligue va se financer de différentes façons, mais souvent, c'est un peu plus par des contrats d'animation, par exemple, de la prise en charge d'activités dans des festivals et tout ça. Et puis aussi, finalement, bien, on a toujours quelques commanditaires sur qui on peut compter chaque année. Donc, on est bien content. Comme ça, on peut un peu rêver à des petits projets comme aller en tournoi, faire des petits achats. Tu connais pas ce mot-là non plus, Venin? Une douzaine de membres constituent actuellement les 3 équipes et du recrutement se fait de façon régulière. Mais ça arrive, on a viré une brosse, on s'amusait à tirer du pigeon d'argile. Tu tirais du pigeon d'argile, Thomas? Mais c'est pas des vrais pigeons, maman, baisse d'un cran. Les matchs ont lieu un jeudi sur 2, à 20h, au Salon de quilles Charlevoix, et l'entrée est gratuite. Les événements Aricana proposent de vous échapper à l'île aux Coudres les 17 et 18 juin prochains, alors que ce sera le demi-marathon annuel. Et j'en parle avec Érika Potvin des événements Aricana. Érika Potvin, bonjour. Bonjour. On dirait que pour événements Aricana, revenir faire l'organisation de la course à l'île aux Coudres, c'est un peu comme un retour aux sources. Tout à fait, tout à fait. En fait, si on regarde l'histoire du demi-marathon de l'île aux Coudres, ça a été créé à la base par Marilyn Côté, qui est notre directrice des événements Aricana. Julien Harvey, qui est le directeur de course de l'Ultra Trail Aricana. Ça a été créé il y a une dizaine d'années, oui, c'est environ, ça? Ça fait déjà une dizaine d'éditions que l'on a. Oui, plus de 10 ans. Oui. Puis c'est ça a été créé à la base par ces deux personnes-là et leurs conjoints respectifs. Donc à l'époque, ils l'ont organisé pendant 2 ans, si je me rappelle bien. Okay. Puis ensuite, ils ont laissé ça aller par l'entremise d'Horizon 5 qui l'organisait depuis plusieurs années là, déjà. Et là, ça revient donc sous la l'égide des événements Aricana. Puis vous lui avez donné un nom, l'échappée de l'île aux Coudres. Exactement. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? En fait, on voulait trouver quelque chose, justement, une ambiance qui rappelle l'île aux Coudres. On va à l'île aux Coudres, on s'en va s'évader, on s'échappe à l'île aux Coudres. On s'échappe, on s'en va en vacances. Ça donne un peu cette ambiance-là qu'on voulait apporter avec ce nom-là. Maintenant, Événement Aricana est reconnu pour organiser multiples courses, mais faire du trail, que l'on appelle, là, des courses en sentier. Historiquement, le 23 km de l'île aux Coudres était fait sur le chemin asphalté en bordure. Cette année, est-ce qu'il y aura des nouveautés avec l'arrivée d'Aricana dans le décor? C'est sûr qu'événement Aricana, on aime ça, les sentiers. On aime ça, la course en sentier. Donc oui, on va amener notre touche de course en sentier. Donc là, dimanche, il va y avoir des parcours qui vont être plus de type trail. Donc ce ne sera pas des parcours qui vont être sur route. On va aller chercher des parcours qui vont longer la berge, donc avec des vues vraiment spectaculaires là, qu'on voit un peu partout autour de l'île aux Coudres. Ouais. Vous avez également changé la date cette année pour remettre ça plus tôt. La fin de semaine, c'est le 17 et le 18 juin. Qu'est-ce qui explique également ce changement de date là, plus tôt dans la saison? Oui, en fait,
Avec une vision de pouvoir allonger un petit peu la saison touristique, donc d'amener les gens à l'île aux Coudes dans une période qui est un petit peu plus tranquille, oui. Puis en même temps d'avoir un peu plus l'appui de la population de l'île aux Coudes. Donc on veut que les gens s'impliquent aussi dans l'événement. On veut en fait que l'île aux Coudes vibre au son de l'échappée de l'île aux Coudes. On veut que les gens soient... Parce que vous attendez quand même plus de 1000 coureurs encore cette année. Oui, tout à fait. Au-dessus de 1000 coureurs. Et puis on veut faire un événement un peu plus qui va être sur 3 jours. Donc, les gens arrivent le vendredi, viennent passer la fin de semaine. Il y aura de l'animation en soirée. Oui, on va faire une belle programmation, là, et justement pour que les gens restent du vendredi jusqu'au dimanche, qu'ils puissent faire aussi 2 parcours, le samedi, le dimanche. S'il y a des gens qui connaissent pas trop la course de trail, ça fait une belle occasion d'essayer justement la course. Parce qu'il n'y aura pas que le demi-marathon, il y aura toute une série de courses qui vont être proposées. Oui. Est-ce qu'on sait à ce moment-ci quelle course vous allez proposer aux visiteurs? En fait, on se garde la surprise le 10 février lors de l'ouverture des inscriptions. Tous les parcours vont être disponibles et ils vont être expliqués là, pour les nouveautés justement de course de trail du dimanche. Mais on s'attend à des nouveautés. On va courir sur les berges. Il y aura des distances offertes, des activités pour la famille aussi? Oui, tout à fait. Oui, on va essayer de développer une belle programmation là, pour que les gens restent sur l'île aux Coudes pendant 3 jours et viennent s'échapper avec nous sur l'île aux Coudes. Oui. Érika Potvin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.